Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le mois de février est le mois honorant l'histoire des Noirs. Et afin de souligner la chose, je vous proposerai des ouvrages sensibles et percutants qui vous feront voyager vers l'autre à l'intérieur d'univers créatifs d'écrivains et d'écrivaines de grand talent. Alors commençons avec un roman qui m'a bouleversée. Un roman où la solitude et le silence nous happent et nous laissent chancelants. Il s'agit du roman « Le bout du monde est une fenêtre », écrit par l'écrivaine haïtienne Émilie Prophète, publié en 2015 aux éditions Mémoire d'Encrier. Nous nous trouvons à Port-au-Prince, aux côtés des deux protagonistes du roman, Rose et Samuel, qui ont tous les deux la jeune vingtaine. On pourrait croire que Samuel et Rose incarnent un certain aspect du pays, chacun à leur façon. Samuel est l'enfant du silence, il est orphelin et quitte son petit village de bord de mer pour se rendre à la capitale où il va tenter de gagner sa vie afin d'assurer sa subsistance. Il sera vite pris en charge, puisqu'il est tout jeune, il est âgé de 8 ans à peine au début, donc il est pris en charge assez rapidement par Marcel. Marcel qui est un vieil homme taciturne, qui accepte donc de veiller sur l'enfant, mais d'une façon froide, impersonnelle, en contrepartie de quoi il va demander à l'enfant de demeurer silencieux. Alors, le petit garçon accepte, jugeant que ça pourrait être pire, et effectivement, il va développer un certain attachement envers Marcel, qui le trimballe avec lui la nuit lorsqu'il va vendre son alcool artisanal auprès des oiseaux de nuit du quartier. Rose, quant à elle, est née dans une famille plus aisée. Elle vit dans une jolie maison, quoique bancale, laissée à l'abandon tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Surtout à l'intérieur, puisque la famille s'en va à volo devant subir la lente descente dans la folie de la mère. Et des 4 membres de la famille, Rose est celle qui ressemble le plus à sa mère, et donc elle craint elle-même sa propre folie. Alors elle demeure cloîtrée chez elle, dans cette jolie maison bancale qui lui fait davantage office de prison que d'habitation. Et seule ouverture sur le monde, sa fenêtre. Donc, elle y passe de longues heures à observer de cette fenêtre le garage qui se situe en face. Et dans ce garage-là, travaillent des jeunes hommes joyeux et bruyants, dont un, entre autres, qui va attirer son attention. Il est très maigre, il semble très pauvre, il se prénomme Samuel et il a un jour posé les yeux sur elle. Et depuis, une conversation muette s'est tissée entre les deux jeunes gens. Donc, entre ce jeune homme au regard doux, le regard levé vers une jeune femme cachée à demi derrière sa fenêtre, derrière un rideau de voile blanc. C'est magnifique, c'est très bien écrit, c'est un roman qui évoque de façon troublante la solitude, le silence, la folie, la fatalité, c'est magnifique. Comme deuxième suggestion, je vous propose cette fois un récit. Le récit de l'écrivaine rwandaise scolastique Mukasonga, intitulé « La femme aux pieds nus », qui a été publié cette fois en 2008 aux éditions Gallimard. D'emblée, scolastique Mukasonga nous explique le pourquoi de ce texte. En fait, ce texte se veut comme un linceul écrit pour habiller le corps de la mère. C'est un texte voulant rendre hommage donc à la mère Stéphania. Et elle nous explique, Madame Mukasonga, que lorsqu'elle était petite, avec ses sœurs, Stéphania leur a fait promettre, donc à ses petites filles, de veiller à ce que l'on recouvre bien son corps de son pagne au jour de sa mort, puisque selon Stéphania, nul ne doit voir le corps d'une mère. Or, scolastique Mukasonga n'était pas présente en ces jours fatidiques de 1994, jours funestes qui lui ont ravi sa mère et tant d'autres gens avec elle. Donc, elle rend donc un hommage à sa mère, comme je le disais, en évoquant son enfance
aux côtés de cette mère-là. Et quelle mère! En fait, on découvre au fil des pages, à travers les anecdotes qui nous sont racontées, une femme fabuleuse, une mère dévouée à sa famille, donc veillant à ce qu'ils soient bien nourris, à ce qu'ils reçoivent les soins adéquats, à ce qu'ils reçoivent une bonne éducation, une mère conteuse également qui raconte des histoires à ses enfants le soir venu uniquement pour ne pas être transformée en lézard. Donc, l'autrice évoque des moments marquants de son enfance aux côtés de sa mère, mais également au sein de sa communauté. On découvre que dès les années 60, les Tutsis ont été contraints à bien des difficultés. En fait, ils ont été contraints à une certaine forme d'exil. On a demandé à ce qu'ils soient déplacés, et ce, dans une région inhospitalière, où, grâce à leur solidarité, à leur courage, à leur débrouillardise, ils ont su s'organiser, s'établir. Et déjà, il fallait s'installer, donc construire une maison sécuritaire. Il fallait cultiver la terre, donc le sorgho, la patate douce. Il fallait moudre le sorgho en farine, le distiller en bière. Et ce, malgré la menace militaire Hutu, malgré le manque de ressources. C'est, je vous dirais, un univers essentiellement féminin qui nous est présenté ici, dans tout ce qu'il comporte, cet univers-là, d'amitié, de croyance également. Un univers fait de crainte, effectivement, de bien des sacrifices aussi. Et tout ça nous est présenté avec, je vous dirais, une certaine forme d'espièglerie bienvenue dans le phrasé, dans le texte. Et pour l'illustrer, j'aimerais vous en lire un court extrait. Les voisines. Qui pourrait se passer des voisines? Il y a toujours quelque chose à emprunter chez une voisine. Il y a toujours une voisine pour venir vous emprunter quelque chose. Et si personne ne vient vous emprunter quelque chose, vous êtes bien malheureuse. Est-ce qu'on se méfie de vous? Est-ce qu'on vous prend pour une empoisonneuse? Il y a toujours un prétexte pour aller chez la voisine. Du sel, de l'eau, un peu de bois, une cruche. On peut même vous demander une de vos filles parce que le mari de la voisine n'est pas là ce soir, il est parti à Kigali. Qu'elle est seule avec des enfants en bas âge, que cela la rassurerait d'avoir quelqu'un auprès d'elle pour lui tenir compagnie. Et cela dure longtemps, car la politesse exige de raccompagner la visiteuse jusque chez elle. C'est très impoli de la laisser repartir seule. Mais arrivée devant la maison de la voisine, celle-ci, bien sûr, va devoir vous raccompagner, puisque vous l'avez raccompagnée. Les allers et retours peuvent durer longtemps, aussi longtemps qu'on a de choses à se dire. Et les choses les plus importantes, on les a gardées pour se les dire durant les allées et venues qu'impose la courtoisie. Ce sont des secrets, on les dit à mi-voix, on se les chuchote à l'oreille. Alors, ce ton malicieux est présent tout au long et nous aide, je vous dirais, à anticiper la suite, la fin inéluctable qui tend vers les atrocités que l'on sait. C'est un très beau texte qui a par ailleurs remporté l'année de sa parution, donc en 2008, le prix Seligman, un prix voulant encenser un texte s'élevant contre le racisme, l'intolérance et l'injustice. Et en parlant de racisme, d'intolérance et d'injustice, permettez-moi de vous dire quelques mots sur l'excellent récit d'un auteur majeur de la littérature américaine, Richard Wright, Black Boy, publié initialement en 1945. Il est traduit en français 2 ans plus tard aux éditions Gallimard. Vous savez, il y a certains livres qui parfois nous marquent plus que d'autres, et c'est le cas pour moi de Black Boy. En fait, Richard Wright revient sur son enfance et son adolescence dans le sud des États-Unis dans les années 1910-1920. Alors, je ne suis pas noire, je ne suis pas née dans le sud des États-Unis au début du 20e siècle. Je ne peux donc que soupçonner une infime partie de ce qu'ont pu ressentir les personnages qui nous sont présentés. Pourtant, j'ai le sentiment que Richard Wright nous tend la main à travers les pages de ce livre-là, afin de nous faire comprendre, nous donner accès à tout le contexte social de son époque, le contexte culturel, le contexte économique, le contexte familial qui furent en fait les siens à ce moment-là. En fait, il faut dire que le jeune Richard est un petit garçon au tempérament bien trempé, disons-le. Il est impulsif, il est intelligent,
il est intègre, il est guidé par son instinct qui le pousse dans des directions diamétralement opposées à celles qu'emprunteraient les membres de sa famille. Une famille obtuse, une famille intransigeante, dure, qui le houspille sitôt qu'il ose poser une question. Et des questions, le petit Richard en a beaucoup. Alors des remontrances, des gifles, malheureusement, il en reçoit beaucoup. Et de tout ce contexte anxiogène qui est le sien, il se demande en fait pour quelle raison il provoque toute cette tension, toutes ces situations conflictuelles. Il n'est que lui-même et pourtant il a le sentiment de ne jamais dire ce qu'il faut, de ne jamais faire ce qu'il devrait. Il n'arrive pas en fait à comprendre comment et pourquoi il doit se soumettre à ce qu'on attend de lui dans sa famille dans un premier temps et plus tard, lorsqu'il sera adolescent, jeune adulte, à la place que voudra bien lui voir occuper les Blancs. Alors, pour gagner sa vie, il souhaite gagner suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter un billet de train et quitter le Sud au profit du Nord. Il devra baisser les yeux, il devra se faire humble, mais jamais il ne cessera d'être lui-même. Et c'est ce que j'admire dans ce personnage, dans cette personne-là, puisqu'il s'agit de l'auteur, cette authenticité qui est la sienne, malgré les embûches, malgré toutes les situations difficiles. Il aimerait écrire, il souhaite écrire, et cette chose semble totalement impossible pour une personne de sa condition. En fait, Richard est issu d'un milieu très, très pauvre. Très vite, Madame Wright est abandonnée par son mari, elle tombe gravement malade, et donc Richard et son petit frère connaîtront l'extrême pauvreté. Et une faim, donc, est omniprésente, une faim, bien entendu, de nourriture, mais chez Richard également, une faim de connaissance, de compréhension du monde qui l'entoure. Et donc, il souhaite écrire, il aime lire et bien qu'à cette époque, en ces lieux, les bibliothèques soient interdites aux gens de couleur, il trouvera le moyen d'avoir accès aux livres. Des livres formateurs qui vont quelque peu le nourrir cette soif, cette faim de connaissance et d'ouverture sur un monde bien absurde, il va s'en dire. C'est un texte marquant, c'est un texte percutant. En fait, à la lecture de Black Boy, on comprend pourquoi ce texte-là est une œuvre majeure de la littérature américaine. Donc voilà, c'était les suggestions que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère avoir su vous transmettre toutes les émotions que j'ai pu ressentir à la lecture de ces 3 ouvrages-là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres suggestions de lecture. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.